Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une émission pleine de soleil et de musique que Franck Ferrand nous propose cet après-midi sur Europe 1. Buongiorno Franck. Buongiorno Giulia, bonjour à tous. Nous partons en effet pour Naples, la ville de tous les excès, de tous les plaisirs, de tous les contrastes. Un Napoli que nous allons saisir à la plus grande époque, au XVIIIe siècle, lorsque s'édifiaient ses palais et ses églises baroques parmi les plus fantasques jamais construits, et que son fabuleux théâtre, le San Carlo, accueillait les rockstars de l'époque, ces castrats napolitains qui mettaient les foules en transe. Et l'on peut dire que pour l'occasion, vous avez réuni du beau monde. Et oui, puisque le grand spécialiste des castrats, Patrick Barbier, est à nos côtés. Il va nous servir de guide. Il sera rejoint tout à l'heure par le contre-ténor favori du public français, Philippe Jarouski, dont les succès remettent à l'honneur le grand répertoire baroque. Et puis nous irons aussi retrouver chez lui celui sans qui tout cela serait peut-être tombé dans l'oubli, disons-le, l'académicien Dominique Fernandez. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voir Naples et mourir, disait-on autrefois. J'ai plutôt envie de dire voir Naples et revivre, ou tout simplement vivre, palpiter, s'enflammer dans ce paysage hors du temps. Naples, jadis horizon très coloré des musiciens allemands et des grands-ducs neurasthéniques, avant tout grande, plus grande ville grouillant de vie. C'est le chant, la vocalise, la frise et la volute. C'est la foi, et n'oubliez surtout pas le Christ voilé. Ce sont des palais luisants qui dominent des places conçues comme un décor d'opéra. Ce sont des églises démesurées, étonnantes, surprenantes, soulevées par la force d'une armée d'angelots peints et sculptés. Ici un obélisque, là un passage ouvragé qui enjambe une venelle. De l'ombre crasseuse à droite, tout au fond la lumière dorée. Et n'oubliez pas le Christ voilé. Et puis ces façades à moitié mortes, bouffées par la végétation, ces trottoirs de marbre parfois cassés ici et là, et puis ces lions sculptés étouffés par un tas de poubelles, ce bric-à-brac encombrant une impasse. Naples si pauvre, si gaie, si vivante dans son amas de précarité, ville indomptée, ville rétive à toutes les lois hormis celles de Dieu, n'oubliez pas le Christ voilé. Mais, fille des images, ce sont les bruits, ce sont les sons et les cris qui caractérise encore le mieux cette cité de la Méditerranée, cité artiste qui en son temps s'est donné corps et âme à l'art lyrique jusqu'à ériger des statues aux chanteurs. Vous connaissez beaucoup de villes où l'on érige des statues aux grands chanteurs. Eh bien c'est le cas à Naples. Dans ces rues, dans ces ruelles, l'éclat de voix, l'éclat de rire ont leur importance, plus peut-être qu'une belle lumière, plus que le fumet d'un pesto. Vous connaissiez la baie de Naples et son Vésuve. Eh bien, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est la sonorité napolitaine. Cette note-là, Dominique Fernandez, que nous retrouverons tout à l'heure, nous irons lui rendre visite chez lui à Paris. Dominique Fernandez tient cette note mieux que personne. Écoutez-le chanter les louanges du grand polyphoniste Gesualdo. Gesualdo, écrit-il, se glisse à l'intérieur des émotions, il en épouse chaque repli, il souffle avec l'amant et gémit avec le supplicié. Le Tasse, qui était un de ses amis et qu'il recevait dans son palais, lui a fourni plusieurs poèmes, passion d'amour et goût de se torturer jusqu'à la folie. Nul autre sujet ne pouvait inspirer, semble-t-il, le prince de Venosa, parce que c'est le titre de Gesualdo, il était prince de Venosa. C'était son côté Caravage, écrit Dominique Fernandez, choc d'ombre et de lumière. Le miracle de ces compositions, d'une brièveté convulsive, c'est qu'on y entend chaque voix isolément au sein de la déploration ou de la supplication collective. Voix de cristal, voix de cruauté qui se détachent avec une tranchante netteté comme des silhouettes par une nuit de lune. Bienvenue aujourd'hui dans celle que nous devons appeler, que nous devons
D'ailleurs, Philippe Jarouski, La Voix des rêves chez Virgin Classic, est un disque en partenariat avec Europe 1. On vous retrouve maintenant, Franck, avec votre invité Patrick Barbier, qui est historien de la musique et professeur à l'Université catholique de l'Ouest. Bonjour Patrick Barbier. Bonjour C'est Franck. toujours un grand plaisir de vous recevoir. Alors, nous sommes en présence d'une ville monstre, au sens de la ville qui montre des choses. C'est un grand spectacle, je pense l'avoir dit. C'est une fête permanente que cette Naples du XVIIIe siècle. Et ce qu'il faut dire peut-être avant tout, c'est que c'est une très grande ville. On a un peu oublié ça aujourd'hui. Oui, on a oublié que c'est la 3e ville d'Europe à Exactement. l'époque. Ça nous paraît aujourd'hui un peu étonnant, après Londres et Paris. Donc en fait, on n'a jamais su la population exacte, puisqu'il n'y a pas de recensement. On est dans les 300 000, 350 000 habitants, ce qui est énorme pour le XVIIIe siècle, puisque mon livre est vraiment sur le XVIIIe, et c'est une ville grouillante d'une population très très diversifiée. Infiniment contrasté. Ce que vous montrez, Voilà. c'est que la pire misère côtoie le luxe effréné. Absolument, parce qu'en fait, c'est une ville qui concentre un nombre de lazzaroni, qui sont vraiment ce qu'on peut avoir de plus misérable à l'époque. Oui, c'est ça, c'est les petits c'est- mendiants. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire des gens qui viennent des campagnes du royaume de Naples, très très pauvres, et qui pensent trouver une solution dans cette ville, mais bien entendu, il n'y en a pas pour eux. Et ça va jusqu'à ces palais extraordinaires où je raconte des choses inimaginables sur la vie chez les aristocrates et surtout sur la vie musicale et artistique de ces princes. Donc on est peut-être dans la ville qui fait le plus grand écart parmi les villes de l'Italie de l'époque. Il y a une volonté chez ces princes, il y a une volonté dans cette maison régnante et dans toute l'aristocratie qui l'entoure, j'allais dire d'épater la galerie, en tout cas de montrer le plus de richesse possible. Bien entendu, et notamment en organisant les plus beaux concerts, en invitant les plus grands castrats. Mais ce qui est très amusant, c'est que c'est peut-être la noblesse la plus désargentée de toute l'Italie baroque. C'est-à-dire, en fait, ce sont des nobles qui n'ont pas de très gros moyens, qui vivent en tout cas au-dessus de leurs moyens, et donc qui préfèrent manger un plat de spaghettis et réduire le nombre de serviteurs, mais ne pas lésiner sur cette politique artistique extraordinaire qui est en même temps, comme vous l'avez dit, une manière d'épater un petit peu les autres, parce qu'il y a les concurrences entre grandes familles. Et une politique festive, disons-le, c'est très spécifique. On se rappelle évidemment l'éblouissement du président de Brosse lorsqu'il visite Naples lui-même. On se rappelle l'incroyable fascination de tous les voyageurs du Grand Tour. Absolument, parce que ça c'est vraiment une étape obligée, et il y a une fascination pour le lieu. Il faut dire que le lieu, la baie de Naples, est quelque chose qui a toujours émerveillé à toutes les époques, et puis on est fasciné par cette ville avec cette vue sur le Vésuve. Voilà, avec cette vue sur le Vésuve, sur les îles. Enfin, c'est vrai que c'est sublime, et puis ça n'est pas la plus belle vue du monde, construit comme aujourd'hui où on perd un peu le charme, hélas. Mais c'est surtout qu'on est fasciné par cette ville dont le président de Brosse lui-même, c'est la seule ville que je connaisse qui... Le président de Brosse, il faut dire en un mot, c'est un voyageur dijonnais du XVIIIe siècle qui en 1730 raconte... Voilà, c'est ça. C'est quand même le président du Parlement de Dijon. Plus tard, il sera président. Et qui en fait est étonné et qui dit c'est la seule ville qui a un air de capitale. Et incontestablement, évidemment, c'est une capitale bien plus impressionnante que Rome ou Venise, par exemple. C'est la capitale de la Méditerranée. Bien entendu. Puis c'est surtout la capitale d'un grand royaume qui commence à être indépendant à partir de Charles de Bourbon. Et donc, à partir de 1734, cette fois, Naples n'est plus un satellite d'autres pays comme l'Espagne ou l'Autriche, mais maintenant un pays indépendant qui va maintenant en montrer à toute l'Europe. Et le San Carlo est un bel exemple de cette démonstration de pouvoir et de richesse. On a un peu oublié ce qu'a été la magie de ces deux Siciles, comme on les appelait, en parlant de Naples et de toutes ces dépendances. Voilà, exactement. Alors, je parlais de fête. Cette fête, on la rencontre à tous les étages, en quelque sorte. C'est la fête dans la rue au moment du carnaval. Voilà. Et pas seulement dans la rue, c'est la fête dans les théâtres, dans les opéras, mais aussi il y a une dimension festive dans la moindre des activités, y compris religieuses à Naples. Bien sûr, parce qu'en fait, Naples regorge d'églises. Là encore, on n'a jamais su vraiment si on est sur 380, 400 églises qui ont une vie inimaginable sur le plan évidemment de la spiritualité mais aussi de la musique. Donc on comprend qu'il y a des débouchés considérables, des fêtes, des processions absolument partout, évidemment des lieux éminemment plus importants comme la chapelle royale ou la chapelle de Saint-Janvier où se répète le miracle du sang de Saint-Janvier. Et alors voilà, c'est-à-dire on va de fête en fête et c'est ça qui est tout à fait étrange, c'est de voir cette richesse d'un côté et évidemment cette
cette extrême pauvreté de l'autre. Les téléspectateurs du Grand Tour de Patrick de Carolis ont pu assister eux-mêmes à ce miracle à la télévision il y a quelques mois, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, racontez-nous en 2 mots de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'en effet 2 ou 3 fois par an, parce que ça peut être 3 fois aussi, le sang de Saint-Janvier, qui est le sang coagulé dans une ampoule, qui a l'air tout à fait solide, on en fait, le sort devant tout le monde, et puis à force de prière et avec un petit peu de patience, le sang se liquéfie, et donc il y a une sorte de miracle qui se reproduit 2 à 3 fois par an. Et ça, c'est capital pour les Napolitains encore aujourd'hui, et on pense toujours que si le sang ne se liquéfie pas, de grands malheurs vont s'abattre sur la ville. Alors on multiplie les grands décors, des décors éphémères pour les fêtes, décors dans le marbre, dans la pierre, dans le bois, sculptés partout, mais on multiplie aussi le chant. On peut dire que l'expression de Naples, c'est la voix, c'est le chant. C'est la voix, parce que les Napolitains cultivent l'oralité. C'est un peuple qui, à l'époque, n'est pas spécialement un peuple, j'allais dire, culturel, dans le sens d'une transmission de l'écrit. Tout ça ne les intéresse pas. C'est un peuple qui aime parler, qui aime gesticuler, et qui va s'exprimer magnifiquement à travers le chant, grâce à ses conservatoires, grâce à ses théâtres d'opéra. Et c'est vrai que Naples va prendre la première place au XVIIIe siècle, va devenir vraiment au XVIIIe la capitale de la musique et du chant. Avec un théâtre qui fait rêver l'Europe entière, qui fait rêver la France, bien entendu, puisque Louis XV veut absolument le copier, qui fait rêver l'Angleterre, c'est le théâtre San Carlo. Oui, alors ça quand même, j'aurais insisté, parce que c'est quand même, il faut se remettre dans le contexte de 1737. Aucune ville d'Europe ne possède un théâtre comme celui-là, c'est-à-dire un théâtre gigantesque, avec 6 étages de loge, avec la possibilité de mettre 3000 personnes d'une beauté stupéfiante. Et c'est vrai que ça, c'est le coup de génie de Charles de Bourbon, c'est-à-dire comment, ça me fait parfois penser à Sydney en Australie, qui s'est fait une image mondiale grâce à son opéra un peu original. Et bien là, c'est ce que fait Charles de Bourbon, et toute l'Europe regarde en direction de Naples. Voilà, il marque vraiment par un monument symbolique, mais éminemment symbolique d'un règne, qui fait que tout le monde l'envie, même les plus grands monarques d'Europe. Et ce théâtre va voir se produire, évidemment, les plus grands chanteurs. Et quand je dis les chanteurs, évidemment, on est à Naples, on est au XVIIIe siècle, donc essentiellement des castrats. Bien entendu, c'est-à-dire que là, Naples est la pépinière et la capitale, en effet, pour la formation des élites musicales, et notamment des castrats. Et c'est vrai que les plus grands vont chanter, notamment Caffarelli, pendant 17 ou 18 saisons successives. Donc c'est vrai que c'est un temple du chant, c'est un temple du goût, c'est un théâtre qui donne le ton, et puis c'est un théâtre qui fait ce côtoyer les plus grandes primadonnas, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, elles existent, et puis les plus grands castrats. Et on voit même encore aujourd'hui le palais du castrat Caffarelli encore intact. Qui étaient-ils, ces castrats? Comment vivaient-ils? Qu'ont-ils apporté à l'art de l'Europe classique? Eh bien, c'est ce que nous voyons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur du Naples et du XVIIIe siècle, capitale des élites musicales et temple du chant et des castrats. Franck et son invité nous proposent aujourd'hui en quelque sorte de voir Naples et mourir. Nous sommes à Naples aujourd'hui, mais nous n'avons pas du tout envie de mourir, si ce n'est d'extase devant certaines envolées des très grands chanteurs et chanteuses de l'époque. Alors, ce qui nous intéresse évidemment, ce sont ces castrats qui sont le phénomène majeur de la scène du XVIIIe siècle et dont on a presque oublié aujourd'hui jusqu'à la trace. Oui, les castrats, pourquoi est-ce que Naples est tellement associé aux castrats? C'est parce que Naples a eu la chance d'avoir, dès le XVIIe siècle, 4 conservatoires qui ont été un modèle vraiment du genre. Et le mot conservatoire est né à Naples. Et le conservatoire des pauvres de Jésus-Christ, la Pietà dei Turchini, le conservatoire de Sant'Onofrio de Capuana et puis le Santa Maria di Loreto qu'on appellerait nous Notre-Dame de Lorette. Voilà, c'est ça. Et en fait, ces 4 conservatoires forment évidemment des petits castrats, mais aussi d'autres chanteurs et d'autres musiciens. Mais en fait, ils vont donner à ces castrats la possibilité de faire 10 ou 12 années d'études entièrement financées par le conservatoire, ce qui permet à des enfants très pauvres, extrêmement pauvres du sud de l'Italie d'arriver là, en général déjà opérés dans leur village, et d'avoir des études qui sont absolument uniques sur le plan de la manière de respirer, de la technique vocale, et c'est de là que vont sortir les plus grands castrats. Et aussi, on aurait pensé comme ça, pour des gens qui ne sont pas très au fait, ce qui est mon cas, de cet art si particulier, que la capitale des castrats c'était Rome, et c'était la cour pontificale. Oui, non, alors non, en fait, ce n'est pas Rome va utiliser les castrats vraiment dans la musique sacrée,
mais ce qui est finalement un assez petit débouché. Parce que si vous prenez le chœur de la Sixtine et de Saint-Pierre de Rome, ce sont d'assez petits débouchés comparativement à ce qu'est aux grandes scènes et ce qu'est le monde de l'opéra. Et le théâtre San Carlo, évidemment, si vous y ajoutez la chapelle royale, et puis si vous y ajoutez les 380 églises de Naples, ça donne évidemment quelque chose d'assez colossal pour ces chanteurs qui fascinent à l'époque par justement ce côté un peu androgyne, par ces voix qui sont travaillées, je le répète, pendant 10 ou 12 années sans l'obstacle de la mue et qui donc peuvent arriver à tous les prodiges de technique et de virtuosité et qui coupaient le souffle évidemment à ceux qui les écoutaient et qui faisaient tomber en pamoison les gens dans les salles. Alors les contre-ténors sont à la mode en ce moment, ils reviennent, notamment grâce à la popularité de Philippe Jarouski qui nous fera l'amitié d'être avec nous tout à l'heure à la fin de cette émission. Mais malgré la somptuosité des voix d'un Philippe Jarouski ou de quelques autres, on est très loin de ce que pouvait être la prouesse vocale de ces castrats, semble-t-il, pour autant qu'on sache. Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas du tout comparer avec une voix de contre-ténor, c'est une voix de fausset aujourd'hui, voilà, c'est déjà beau d'avoir ça, mais ça n'a rien à voir avec ces voix totalement pleine, évidemment, proche. Un peu irréel. Un peu irréel, parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'une voix d'enfant qui serait démultipliée, multipliée par 10, avec la taille et la musculature d'un adulte. Et donc des voix qui gardaient cette limpidité, cette fraîcheur cristalline, jusque dans le grand âge. Et beaucoup de castrats, justement, à Naples, chantaient encore assez âgés. Et on disait que quand on ne les voyait pas, on avait l'impression d'entendre de jeunes chanteurs. Donc la voix ne vieillissait pas, mais le corps, lui, bien sûr, changeait. Et c'est à ce titre-là qu'il y a eu quelque chose de mythique. Moi, j'ai toujours pensé que dans le castrat, il y a une espèce de trilogie homme, femme, enfant. Et les trois sont réunis, puisque ce sont des hommes, physiquement et socialement, mais féminisés incontestablement. Les castrats de Naples étaient formés par ce qu'on pourrait presque appeler des gourous. C'est-à-dire qu'il y avait quelques très grands professeurs chez lesquels tout le monde devait passer, tous les castrats devaient passer. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait un peu deux formules. Certains professeurs élevaient les chanteurs et donc les grands castrats chez eux, en privé. C'était réservé aux meilleurs. Porpora donc a formé celui qui a pris son nom, c'est-à-dire Porporino. Caffarelli et Farinelli, donc les deux plus grandes stars du XVIIIe, formés chez lui, nourris, logés, blanchis, j'allais dire, par le professeur. Et puis, évidemment, la grande majorité des autres étaient passés par ces conservatoires où la vie était très dure, parce que vraiment, c'était une discipline de fer, des journées très lourdes, on se levait tôt, on se couchait tard, on faisait 6 à 8 heures de travail par jour. Mais alors, quel type de travail? On répétait pour des opéras, on participait à des offices religieux? Alors, voilà. Alors, pour les opéras, ça n'était pas vraiment la destination des enfants dans les conservatoires, mais en revanche, ils étaient destinés aux cérémonies religieuses. En fait, le conservatoire vivait de ce qu'il gagnait en envoyant les enfants dans des processions, chanter dans des messes, veiller des morts, et toutes sortes d'événements à caractère religieux dans la ville. Et les enfants, on les voyait avec leur couleur, parce que chaque conservatoire avait sa couleur de vêtements, et on les voyait marcher dans les rues pour se rendre à telle ou telle cérémonie. À propos de Caffarelli ou de Farinelli, vous avez tout à l'heure employé le terme de star. Oui, c'est vraiment ça. C'était de grandes divas, finalement. Absolument. C'était les Michael Jackson du XVIIIe siècle, bien entendu. Qui faisaient se pâmer les foules. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, avec les scènes de folie qu'il déchaînait, on peut penser que c'est ce qui explique pourquoi il y a un souterrain qui va du palais de Caffarelli au San Carlo, ce qui lui permettait d'éviter de sortir dans la rue. Il passait par un souterrain de son palais et il arrivait directement au palais royal. De son palais, le terme n'est pas trop fort. Parce qu'il s'est fait construire un palais absolument gigantesque. Richissime, bien entendu. Je pense que on dit de Farinelli qu'à 27 ans, il avait
accumulé toute la fortune des savants d'Europe depuis 3 siècles. Et richissime, oui, en effet, richissime et insupportable aussi. Alors ça dépend, parce que Farinelli était vraiment... Caffarelli en l'occurrence. Voilà, plutôt, Caffarelli était odieux. Et c'est pour ça que sur la façade de son palais, j'encourage tout le monde, et je raconte ça évidemment dans mon livre, allez voir la façade du palais où il a fait graver en toute modestie, Amphion a fait construire Thèbes et moi cette maison. Et alors évidemment tout Naples à l'époque avait plaisanté en disant oui mais lui en avait et pas toi. Oui c'est ça, ça avait été rajouté en graffiti. Voilà c'est ça, ou au moins la plaisanterie s'était colportée dans Naples. Ce qui est fascinant à Naples, si on arrive à oublier les poubelles qui sont un peu dérangeantes, c'est la présence, la permanence de tous ces vestiges du XVIIIe siècle. La ville du XVIIIe est là encore sous nos yeux. Et non seulement la ville, mais même la vie quotidienne fait encore. Pour moi, c'est la seule ville qui soit encore baroque dans l'Italie d'aujourd'hui. Patrick Barbier, Naples en fête, théâtre, musique et castrat au XVIIIe siècle. Que voulez-vous que je vous dise? C'est plus qu'un livre, c'est un feu d'artifice qui paraît chez Grasset. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Un très beau livre nous accompagne dans cette émission, un livre édité par Actes Sud et l'Imprimerie Nationale. C'est un de ces superbes albums dont les reproductions photographiques sont tout simplement hallucinantes. Un Naples où les clichés de Ferrante Ferranti répondent aux trouvailles verbales de Dominique Fernandez. Eh bien, c'est lui, Dominique Fernandez, qui au milieu des années 70 a littéralement ressuscité Naples et ses castrats dans un roman devenu emblématique de la fièvre baroque, Porporino ou les mystères de Naples. Le maître nous a reçus chez lui, c'était il y a quelques jours. Il nous a reçus dans son appartement de la Nouvelle Athènes. Dans son dictionnaire amoureux de l'Italie, paru évidemment chez Plon, il écrit « Ou bien on la chérit d'amour » à propos de cette ville, en passant sur le désordre, la saleté, les risques divers, précarité de l'hygiène, astuce des filous, ou bien on la rejette d'un bloc sans en comprendre ni les merveilles architecturales, ni les leçons de sagesse. Naples ne se livre qu'à ceux qui l'aiment, inutile donc de s'y rendre sans être prêt à s'y perdre. Bonjour Dominique Fernandez, merci beaucoup de nous recevoir. Vous avez, vous, vécu et même enseigné à Naples? Oui, j'ai un institut français, donc je connais vraiment bien la ville. Et quand vous dites connaître la ville, c'est la vivre, parce que c'est une ville qui est une sorte de tourbillon, et on peut dire qu'il est difficile de distinguer le sublime du sordide dans cette ville, honnêtement. J'y étais moi-même l'année dernière, j'étais frappé de la magnificence de tout ce qu'on peut trouver à chaque coin de rue, et en même temps de l'incroyable, vous parliez de saleté, de désordre, c'est vrai, c'est très présent, surtout en ce moment peut-être. Je m'élève contre le mot de sordide quand même, parce que c'est sale, mais la vie est sale. Puis Paris est sale aussi. Toutes les villes intéressantes sont... Si on veut de la propreté, on va à Lausanne passer ses vacances. Non, mais c'est une ville vivante. C'est une ville extraordinaire. Vous savez, il y a deux Naples. Il y a la ville des touristes qui ne voient rien, qui au bord de mer, puis ils vont à Capri, à Bonpéi, qui n'a rien à voir avec Naples. Puis la vieille ville glauque, la moite de Spacanapoli, c'est-à-dire la ville bourbonienne, la ville baroque, les rues très étroites, où il n'y a jamais de soleil, où il y a une incroyable vitalité. Et c'est la seule ville, surtout, qui n'est jamais changée. Moi, je connais depuis 50 ans, qui n'est pas changée depuis 50 ans. C'est la seule ville, en Europe en tout cas. Il n'y a pas de grande surface, il y a des petites boutiques de proximité. On se parle d'une fenêtre à l'autre. On n'a absolument pas changé. Je suis encore allé en septembre dernier. J'ai retrouvé exactement même les petits tas de gravats qu'il y avait il y a 50 ans. Et puis les deux roues surchargées, et puis cette espèce de... Ça ne change pas. C'est merveilleux. C'est une tribu imperméable à la mondialisation. C'est un univers à part entière qui doit évidemment beaucoup à son site. Il faut peut-être quand même dire un mot, parce que nous ne l'avons pas fait avec Patrick Barbier, dire un mot de ce site extraordinaire, du Vésuve, de la baie, de la lumière très particulière, qui quand même ont joué un rôle essentiel dans l'engouement de toute l'Europe pour cette ville. Oui, mais ça c'est vrai, le soleil, etc., mais... Spacanapoli dont je parlais, il n'y a jamais de soleil. Vous savez, il y a une petite rue, comme ils ont beaucoup d'humour les Napolitains, une petite rue où le soleil ne pénètre jamais, et qui s'appelle Vicolo del Sole, ruelle du soleil. Je trouve ça extraordinaire, c'est l'humour. Parce que c'est des maisons très hautes, il y a 6 étages, avec des rues très étroites, faites à l'époque où il n'y a pas de voiture. Et donc, la plupart des gens vivent sans lumière. Même il y a les Bassi qui sont maintenant un peu évacués, mais enfin, les Bassi, c'est des rez-de-chaussée humides et insalubres d'ailleurs. Donc le soleil, c'est pour les touristes.
Cette ville, dites-vous, n'a pas changé depuis 50 ans. La question est de savoir si elle a changé depuis le XVIIIe siècle. Naples était, à la fin du XVIIIe, la troisième ville d'Europe après Paris et Londres, écrivez-vous, la capitale d'un royaume florissant et un centre intellectuel et artistique de premier plan. Paris et Naples, les deux seules capitales, disait encore Stendhal. L'unité italienne, ajoutez-vous, faite au bénéfice des villes et des industries du Nord, a ruiné Naples, traumatisme dont les Napolitains ne se sont jamais relevés, qu'on évite de perdre de vue ces vicissitudes de l'histoire si l'on veut comprendre ce mélange de grandeur et de misère, de foi robuste dans la vie et de récurrente démoralisation, d'emphase orgueilleuse et de démission autodestructrice qui s'offrent aujourd'hui aux voyageurs dans les vieux quartiers de Spaccanapoli, justement. Oui, parce que le royaume de Naples était un grand royaume jusqu'en 1860. Vous savez, il y a l'unité italienne calamiteuse. Et comme c'est Cavour, qui était du Piémont, qui a fait l'unité, il a établi le protectionnisme, par exemple, pour protéger l'industrie du Nord. Mais les agriculteurs du Sud, qui vivaient l'agriculture, n'ont plus pu exporter. Donc ça a été la ruine de tout le royaume de Naples. Et puis d'autres, les mesures fiscales aussi étaient au bénéfice du Nord. Donc ce grand royaume a été subitement appauvri. Et puis déjà, il y avait eu la République parthénopéenne en 1799, où les nobles éclairés avaient pris parti pour la Révolution française. Et quand le roi est revenu, il y a une réaction terrible. On a décapité toute l'élite intellectuelle napolitaine. Cette hémorragie de 1799-1800, plus l'appauvrissement économique, Naples est maintenant une ville qui est immense. C'est le plus grand patrimoine urbain italien. Rome, c'est un village à côté. Mais évidemment, il n'y a plus de ressources suffisantes pour faire vivre cette ville. Ce qui fait que tout ce patrimoine urbain tellement extraordinaire est un peu parfois laissé comme ça à l'abandon. Alors on entre dans une cour, on découvre d'incroyables ornements. Enfin, tout ça est très... On peut dire que la sculpture baroque, notamment, qui est au cœur de cette civilisation que nous découvrons cet après-midi, est présente dans Naples et qu'elle est extrêmement proche. Les monuments ne sont pas séparés de la ville et de la rue. Ça, c'est toute la civilisation méditerranéenne, baroque. C'est-à-dire que le prince habitait le palais, mais il faisait vivre sa clientèle, tout le petit peuple autour. C'est pas du tout comme en France. Oui, et encore, je ne sais pas, dans le Marais, c'est un peu comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas de frontière entre l'art et la vie quotidienne. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, à Naples. Il y a, alors là, j'ai envie de dire, c'est toute la faune, c'est cette population extraordinaire de Naples qui a fait aussi la réputation de la ville, il faut le dire, et ça depuis bien longtemps, depuis le XVIe siècle déjà. Oui, les Lazzaroni, tout ça, tous les voyageurs ont parlé de ces mendiants qui vous dépouillaient, mais bon, c'est plus, ça a changé quand même, mais il y a cette espèce d'humour et puis cette façon de prendre la vie philosophiquement. Bon, ça va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain, on fait rien, mais c'est comme ça. C'est un mélange d'Europe, d'Afrique, d'Orient, de fatalisme, d'insolence, tout ça. Est-ce qu'il y a une langue napolitaine ? Oui, il y a une langue. C'est pas un dialecte, c'est une langue. Il y a des grands poètes. Malheureusement, c'est intraduisible. Enfin, il faut d'abord le traduire en italien. Moi, je comprends même pas tous les mots napolitains. C'est une vraie langue, mais littéraire. Il y a des grands écrivains. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous vous proposons cet après-midi sur Europe 1 des rêveries italiennes, plus particulièrement napolitaines. Et nous vous retrouvons, Franck, depuis l'appartement de Dominique Fernandez. Nous sommes toujours à Naples, en tout cas par l'esprit, en compagnie de Dominique Fernandez, qui est l'auteur notamment d'un roman très célèbre qui a reçu le prix Médicis en 1974, Porporino ou les mystères de Naples. Et dans cet ouvrage, Dominique Fernandez, vous nous faites partager le destin extraordinaire. Alors, c'est en 3 parties, toute une progression dans cette histoire, le destin d'un castrat précisément. Quand j'étais à Naples, j'allais au San Carlo et j'ai regardé les registres et je me suis aperçu que jusqu'à la fin du XVIIIe, tous les premiers rôles étaient tenus par on ne disait pas castrats, des dessus, des divi, des soprani. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et les rôles héroïques, surtout César, Alexandre, Hercule, c'était des voix de châtrés. Et c'est là que j'ai essayé de faire des recherches. J'ai rien trouvé d'ailleurs, donc j'ai imaginé un roman autour de ça. Ça m'a enflammé l'imagination. Bien après, j'ai su qu'il y avait eu un Porporino qui était un élève de Porpora. Oui, je connais Porpora, et moi je me suis dit comment l'appeler, élève de Porpora, Porporino, c'est la tradition italienne.
Et l'on suit alors la carrière. Ce qui est intéressant, ce sont le type des personnalités qui s'intéressent à votre castrat, qui le suivent, qui l'aiment, qui l'adorent même. À commencer par le prince, c'est Reynaud. Ils étaient très aimés, très courtisés, parce qu'ils étaient souvent... Enfin, il y avait deux types de castrats. Il y avait les gros adipeux, et puis il y avait les longilignes, très beaux. Varinelli, par exemple, c'était très beau. On a des portraits peut-être idéalisés, mais enfin quand même très beaux. Et puis ils avaient une grâce, sans doute, enfin on ne sait pas comment ils étaient, parce qu'il n'y en a plus. Mais ils avaient quelque chose qui faisait que leur voix même... On a les témoignages de Casanova, de Stendhal même. Les gens s'évanouissaient en les écoutant. Les femmes, les hommes se pâmaient dans leur fauteuil. C'était extraordinaire. Aucune voix moderne n'égale l'émotion qu'il procurait. Alors, nous allons entendre Philippe Jaroussky, qui lui est un contre-ténor, mais qui chante des partitions, évidemment, qui autrefois ont été écrites pour des castrats. Est-ce que cette vogue actuelle pour ces voix de haute contre, pour ce type de musique baroque, pour le baroque d'une façon générale, est-ce que vous regardez tout ça avec un peu d'ironie aujourd'hui, puisque, comme vous dites, vous avez été l'un de ceux, pour ne pas dire celui, qui le premier a redécouvert tout cela. Indirectement relancé la mode, qui est une mode des conteneurs, il n'y en avait pas avant. Et je me rappelle que Jacques Bourgeois, qui était un critique important, à la radio aussi, il a reçu un jour, après mon roman, la visite d'un monsieur de 60 ans, qui dit « Je crois que je suis castrat, je voudrais passer une audition ». Alors il chante devant Jacques Bourgeois, très bien, mais Jacques Bourgeois lui dit « Vous êtes un peu, excusez-moi, mais être un peu âgé pour commencer une carrière ». Il me dit « Mais je n'osais pas, c'est depuis que j'ai lu Porporino, je me dis pourquoi pas, je ne me mettrais pas à chanter en public ». Vous voyez, ça a déclenché, et les premiers contre-ténors se présentaient à la télévision avec une barbe et leurs enfants pour montrer que c'était des hommes. C'est très curieux. Alors maintenant, c'est complètement admis. On ne peut plus chanter Vivaldi ou Handel sans un contre-ténor. Les 3 premiers paragraphes de votre article sur Naples dans le dictionnaire amoureux s'appellent « Rêver, peindre, chanter ». Peindre, c'est très important. Vous êtes, à mon sens, sans doute l'écrivain français qui est le mieux capable de parler de peinture. Alors, vous avez la capacité, avec des mots, de faire visualiser les tableaux. Non. Mais comme Caravage a passé pas mal de temps à Naples, et c'était vraiment... Il était beaucoup plus napolitain, je trouve, que romain, où il a vécu. Dans ce tableau, il y en a 3 à Naples qui restent. C'est vraiment l'essence de Naples qui passe. C'est sur ce tourbus clair-obscur, cette violence extraordinaire. Vous dites d'ailleurs que Caravage est à Raphaël ce que Dostoïevski est à Tolstoï pour la littérature russe. On pourrait ajouter, après peindre, on pourrait ajouter photographier. Vous avez écrit les textes de nombreux albums de photographie de Ferrante Ferranti notamment. Alors j'ai le Naples là sous les yeux. Et dans ces albums de photographie, on joue énormément sur les jeux d'ombre et de lumière. Bien entendu, c'est très baroque, encore une fois. Oui, et Ferrante est architecte de formation. Donc, ce qui l'intéresse, c'est l'architecture, la structure. Enfin, c'est pas un impressionniste. Donc, il n'y a pas de gens aux terrasses des cafés, comme vous savez dans ces livres-là. C'est vraiment il saisit l'essence, la structure de la ville. Et c'est très beau. J'ai fait plus d'un livre avec lui, j'en ai d'autres encore. Si vous deviez donner à nos auditeurs un conseil pour bien appréhender Naples, ce serait celui de se perdre, celui de lire beaucoup avant d'y aller? Il faut faire les deux, il faut lire, il faut se perdre dans Spacca Napoli et aller prendre un lait d'amande chez Scaturchio, qui est le pâtissier place San Domenico Maggiore, et là, où les petits babas tièdes, alors là, il sera complètement dans Naples. Merci infiniment, Dominique Fernandez. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand, bien sûr, et son invité, le contre-ténor Philippe Jaroussky. C'est un grand moment qui nous attend maintenant, puisque je suis très heureux de recevoir Philippe Jaroussky. On ne peut pas parler de Naples, de baroque, d'opéra et de contre-ténor sans que le plus grand des contre-ténors soit avec nous. Bonjour Philippe Jaroussky. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup. Alors j'imagine que tout cet univers du baroque napolitain vous est très familier. Vous connaissez ça, vous êtes né dedans, si je puis dire. Évidemment, oui, c'est vrai qu'en tant que contre-ténor, on s'intéresse très 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 vite au répertoire des castrats, et évidemment des castrats à Naples, de l'école, parce qu'évidemment, quand on chante ce répertoire, il faut essayer aussi de comprendre comment
ces voix émergeaient et quelle était aussi leur discipline, leurs études pour essayer de mieux comprendre comment chanter ça. Alors nous avons vu avec Patrick Barbier quelle était la vie de ces castrats et quelle incroyable vedette ils pouvaient être pour l'époque. Oui, les pop stars de l'époque. Ce que nous n'avons peut-être pas suffisamment développé, et là je compte beaucoup sur vous, c'est la technique. D'où venait cette voix? Alors bon, ils étaient biologiquement des castrats. Oui. Et d'où venait cette voix qui montait à des aigus extraordinaires? Alors c'est vrai qu'on a cet imaginaire-là de voix extrêmement finalement féminine. Oui. Et en fait, en tout cas très aiguë, pas forcément féminine, mais très aiguë. Oui. En fait, c'est un peu le paradoxe de la castration par rapport à un contre-ténor actuel comme je suis. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire peut-être qu'un contre-ténor a finalement une voix peut-être plus féminine qu'un castrat. Alors ça, c'est lié au fait, évidemment, au changement physiologique propre à la castration, qui fait qu'en fait, ils avaient des cages thoraciques plus grandes que la normale et avec des petites cordes vocales. Et en fait, il leur fallait effectivement énormément d'années d'études pour garder le brillant en fait d'une voix d'enfant qui peut être parfois un peu stridente. C'était un peu des ténors suraigus. C'est pour ça qu'on leur donnait des rôles de grands héros et ils avaient évidemment un souffle beaucoup plus long que le nôtre actuellement, parce qu'évidemment ils avaient des cordes petites. Donc ils tenaient la note comme ça, immense, voilà. Avec des tessitures différentes, cela dit, il faut exactement. le dire. Donc on va dire que par exemple justement les castrats, on va dire qui chantaient le plus grave, les altos, comme Senesino, qui était le castrat préféré de Handel, chantait pratiquement tout en voix de poitrine, c'est-à-dire en voix de ténor très aiguë, et qui avaient des castrats, parfois même spécialisés dans des rôles de femmes, qui étaient des sopranos légers, et qui eux évidemment utilisaient le registre de soprano féminin. Le cinéma, évidemment, a rendu Farinelli extrêmement célèbre, mais il est loin d'être le seul. Il y a d'autres très grands noms, bien entendu, auxquels on se réfère encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup défendu le castrat Carestini. Carestini, oui. Il y a évidemment Caffarelli. Alors, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, donc Carestini, lui, il ne vient pas de l'école de Naples, mais Caffarelli est l'un des plus grands représentants. Ce qui est intéressant par rapport à Farinelli, ce sont des castrats dans toute leur splendeur. C'est-à-dire qu'ils ont une voix incroyablement belle. Certains même disent que c'est pour ces deux castrats-là, elles étaient même plus belles que celles de Farinelli. Mais ils ont aussi tous les défauts des castrats de l'époque. Ce sont des divas. Voilà, la plupart, il faut savoir aussi qu'on castrait vraiment les enfants dans les milieux extrêmement défavorisés et pauvres. Et donc, et qu'ils devenaient immensément riches. Et qu'ils devenaient parfois immensément riches, peut-être aussi immensément complexés en même temps par ce sacrifice à la base. Donc en fait, leur existence était réduite à celle qu'ils pouvaient avoir sur scène. Il y avait une espèce de décalage constant aussi entre cette idolâtrie quand ils ouvraient la bouche, et aussi cette incapacité, par exemple, à se marier, à avoir une vie. Et on s'imagine dans la société du XVIIIe siècle, ils étaient considérés quand même comme des monstres aussi, et ils étaient aussi beaucoup moqués en même temps. Donc ça engendrait des personnalités comme ça extrêmement frondeuses, extrêmement capricieuses. Une culture et une psychologie de l'ambivalence, et donc avec une très grande amplitude dans tous les domaines, pas seulement dans celui de la musique et de la voix. Voilà, c'était des personnalités très fortes. C'est-à-dire qu'on évoque souvent la virtuosité, mais je pense aussi on avait affaire à des personnalités extrêmement fortes, autant vocales que dans la vie. Alors nous l'avons vu tout à l'heure, bien entendu, les plus grands compositeurs ont écrit pour eux, et aujourd'hui il n'y a plus de castrat, évidemment, et Dieu merci, mais il reste les partitions, il reste la musique, et c'est à des contre-ténors comme vous qu'il appartient de la faire vivre, cette musique. Pas que, pas seulement d'ailleurs, parce qu'effectivement il faut être humble quand on est contre-ténor et qu'on chante le répertoire du castrat. Il y a aussi des morceaux qui sont finalement plus facilement chantables pour une mezzo-soprano, une soprano femme, et je pense qu'on a besoin de ces deux identités vocales pour de temps en temps se faire une idée de ce que pouvait être cette voix de castrat. Et effectivement, je pense qu'il faut des contre-ténors, mais aussi des voix comme Cecilia Bartoli ou Josie Donato qui interprètent aussi très bien le répertoire de castrat. Et qui jouent aussi sur l'ambivalence. Et qui jouent aussi sur... Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui fascine le public. C'est-à-dire que pour nous, c'est incroyable. Je sais que quand on parle des castrats au public, qu'on évoque toutes ces grandes figures comme Farinelli, on sent que ça fait voyager tout de suite les gens dans un univers perdu. Il y a une sorte de nostalgie un petit peu aussi. Et c'est une nostalgie qui est de plus en plus prégnante, et c'est un univers qu'on aime retrouver chaque année davantage. Il y a un engouement en ce moment pour ce type de musique baroque et pour ce type de voix. Bah oui, par exemple, actuellement, je vais faire
je participe à une expérience incroyable. On fait l'Arta Circe de Vinci. Avec combien de contre-ténors? Avec 5 contre-ténors, dont des rôles féminins. Moi, j'interprète le rôle titre masculin. Mais on a voulu, on a voulu recréer l'ambiance qu'il y avait à Rome à l'époque où les femmes, spécifiquement à Rome, n'avaient pas le droit de monter sur scène. Donc, on employait les castrats dans tous les rôles. Alors on va quitter en quelque sorte un moment Naples pour aller à Rome, pour vous entendre vous-même dans un sublime extrait de cet Arta Circe. Est-ce que c'est difficile de jouer avec d'autres, de chanter avec d'autres contre-ténors comme ça? Non, c'est pas difficile. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une grande émulation entre nous parce que chacun a son timbre. Je crois que c'est assez clair dans le disque. Chacun a sa personnalité vocale et je crois que c'est aussi très intéressant de se réunir de temps en temps pour aussi s'inspirer mutuellement et trouver de nouvelles pistes aussi pour chacun. Et je pense que ça va être une saine émulation sur scène et une grande expérience. Alors moi, ça fait plusieurs jours que je baigne dans le disque qui accompagne cette extraordinaire prestation. Et on peut dire qu'on vous reconnaît tous très clairement. C'est-à-dire que vous avez ces voix tout à fait extraordinaires, mais chacun a sa personnalité, son style, sa tessiture. Extrêmement. Et ce qui est très intéressant aussi dans cet opéra de Leonardo Vinci, qui est un des compositeurs peut-être les plus napolitains par essence. Alors là, oui. Et on voit bien dans cette musique, quand on la lit, on peut trouver ça parfois un petit peu simple, et on se rend compte que c'est une musique qui est totalement au service des voix, au service de ces chanteurs. On sent qu'il y a un charme comme ça très immédiat, une rythmique très forte. Vous êtes en ce moment porté par cette vague, par cet engouement populaire, mais je pense qu'au-delà de cet effet de mode, on sent chez vous une vraie fascination pour cette époque, pour cette esthétique aussi, car il y a une dimension esthétique dans tout ça. Ah oui, entendu. Je crois qu'on ne peut pas chanter en tant que contre-ténor sans justement avoir une profonde, même on pourrait dire, affection pour le destin de ces castrats, le destin de ces voix perdues. Moi, ce qui, par exemple, me bouleverse, c'est qu'on parle beaucoup de la virtuosité, par exemple, de ces voix-là, effectivement. Mais moi, je pense que la castration même et ce destin tragique, aussi lié à leur voix, procurait sûrement une émotion très particulière dans la voix. Et je pense que ça faisait aussi partie de leur succès, pas seulement la virtuosité à tout va, mais il y avait sûrement quelque chose d'extrêmement touchant. Et c'est en cela aussi que nous, on doit se diriger vers ça, vers cette émotion. Cette émotion, c'est ça. Comment faire passer l'émotion. Exactement. De ce répertoire-là qui est fascinant de toute façon. Merci infiniment, Philippe Jarousse. Et puis je rappelle le titre de votre CD, magnifique CD chez Virgin Classic, ça s'appelle La Voix des rêves.